Les groupes du CAC 40 enrichissent-ils seulement leurs actionnaires? Pas si évident, vous allez voir. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. Alors, on a chaque année, c'est vrai, au moment des publications de résultats, on a cette polémique en France autour de ces bénéfices, dividendes, plantureux en dizaines de milliards d'euros. C'est vrai que pour le coup, les chiffres sont assez stratosphériques. Et c'est toujours plus année après année. Ça, c'est pas faux. Sauf que s'arrêter aux seuls actionnaires, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce que nous dit en fait en substance une étude qui est sortie cette semaine. C'est ça, c'est une étude qui montre que si on regarde la totalité de la valeur créée par les entreprises, en fait, il y a une énorme part qui revient aux salariés. Et évidemment, cette part est constituée essentiellement des salaires qui sont versés aux salariés. Donc en fait, on s'aperçoit que l'essentiel de la valeur va aux salariés et ensuite, ce n'est qu'une petite partie, ce qu'on appelle le résultat, ce qui reste après avoir versé les salaires, après avoir payé les consommations intermédiaires. Une fois qu'on a le profit réalisé par l'entreprise, là, effectivement, les actionnaires récupèrent une partie, mais il n'y a pas que les actionnaires, il y a les États qui en récupèrent une grosse partie et les salariés, eux aussi, en récupèrent une partie puisqu'ils sont actionnaires parfois de leur entreprise, ils touchent de l'intéressement, de la participation. Et donc, il faut avoir l'ensemble de ces chiffres en tête pour se rendre compte que non, les grandes entreprises ne sont pas qu'au service de leurs actionnaires. Et même si on regarde l'ensemble de la valeur créée par les entreprises, ils n'en touchent qu'une toute petite partie. Ouais, on va donner les chiffres évidemment, Marc, mais sur l'Institut économique Molinari d'obédience libérale, c'est biaisé ou c'est sérieux l'étude? C'est-à-dire c'est une autre façon de regarder les choses. Non, ce n'est pas biaisé, c'est assez sérieux. Il n'y a pas de parti pris. D'ailleurs, quand j'ai parlé de l'étude qu'on a eue en co-exclusivité avec l'Opinion, ils notent dans leur étude, ils font référence à un document produit par les partenaires sociaux, par les organisations patronales françaises et les organisations syndicales. Et hors CGT, hors FO. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Or, les organisations qui contestent un petit peu l'organisation, qui sont finalement alternatives, qui contestent un petit peu la logique capitaliste, etc. La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC sont d'accord sur le constat. Il n'y a pas de déformation du partage de la valeur entre actionnaires et entre salariés. Pourtant, on entend le contraire en France, tout le temps, notamment à gauche, en les disant chiffres sont totalement... il y a cette déformation. Aujourd'hui, les boîtes du CAC 40, l'argent va au capital, va aux dividendes, aux actionnaires. De plus en plus, et de moins en moins aux salariés. Depuis les années 70, le partage de la valeur est totalement stable. Totalement stable. Il y a eu des variations au cours du temps. C'est vrai que pendant la période de la rigueur salariale, sous François Mitterrand, d'ailleurs sous la gauche, pour se qualifier à l'euro, pour garder la compétitivité de l'économie française, après une phase de forte augmentation des salaires plus vite que l'inflation, qui avait déformé le partage en faveur des salariés au détriment des entreprises et du profit, il y a eu une période de rattrapage. Donc ça, elle est réelle. Mais ensuite, cette période a été compensée. Ensuite, par ailleurs, et par la suite, après, on s'aperçoit que malgré des variations de quelques années, cette valeur, c'est 70% pour les salariés et le reste pour le profit. Donc la part des salaires dans la valeur ajoutée ne s'est pas effondrée comme on n'arrête pas de nous le seriner. Non, elle ne s'est pas effondrée, effectivement. Elle ne s'est pas du tout effondrée et c'est un constat qui est partagé. Après, la question, c'est la question du partage du profit. On peut s'interroger sur les la question richesses du partage créées par du les groupes du profit. CAC 40, vous sortez, enfin l'Institut Molinari sort 373 milliards d'euros de richesses créées. C'est quoi la richesse créée? C'est en gros la valeur ajoutée créée par les entreprises, c'est-à-dire on prend leur chiffre d'affaires, on enlève les consommations intermédiaires et qu'est-ce qui reste après ça? Pour payer les salaires, pour rémunérer les banques, éventuellement si on a emprunté auprès des banques, et pour rémunérer les actionnaires, si on veut rémunérer les actionnaires. Et les impôts, cotisations. Et les impôts, évidemment. Sur 373 milliards, il y en a 265 qui vont aux salariés. On retombe sur 70-71%. Donc là, c'est cohérent. Et après, c'est intéressant parce que derrière, pour les actionnaires, c'est 36 milliards d'euros en net. Pourquoi en net? Parce qu'il y a eu du bruit. Parce que l'État prélève des impôts sur les actionnaires. Il prélève des impôts sur les dividendes qui sont versés. Et par ailleurs, l'État, avant, s'est servi
en amont de la chaîne de production, avant même de savoir si l'entreprise a réalisé un profit ou pas. Il s'est servi ce qu'on appelle, par le biais de ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire dès qu'il y a chiffre d'affaires, même si vous ne réalisez pas de profit, je vous taxe. Ouais. Et en France, en fait, l'État pratique un taux d'imposition sur le chiffre d'affaires qui est un des plus élevés des pays d'Europe. Et donc, sans regarder ce que l'entreprise génère comme profit, l'État s'est déjà beaucoup servi. Donc ça diminue d'autant les profits. Et après, les actionnaires eux-mêmes, une fois qu'on leur verse des dividendes, ils sont prélevés. Et donc, si vous voulez, la part qui reste aux actionnaires au final dans tout ce processus… Donc sur 373 milliards d'euros de richesse créée, il y en a 265 pour les salariés, il y en a 36 milliards pour les actionnaires et 72, le double pour l'État. Qui va pour les États. Voilà. Pour les États. Pour les États. Alors pour les évidemment, États. Pour les États, évidemment, après, c'est redistribué. L'État, c'est qui? C'est les contribuables, hein, donc on leur redistribue de l'argent, etc. Mais au final, ce n'est pas, ça casse un peu cette image d'actionnaire vorace qui prendrait tout. En fait, chacun se sert aux différentes étapes du processus. Les salariés, on voit que l'essentiel de leur rémunération, c'est une rémunération stable qui ne varie pas en fonction des résultats de l'entreprise, c'est-à-dire les salaires. Et heureusement, puisque ce n'est pas eux qui doivent prendre un risque, même si de plus en plus, d'ailleurs, on leur fait assumer un petit peu le risque pris par les entreprises parce que c'est plus facile de licencier, etc. en période de baisse eau, donc on leur fait assumer un peu plus de risques. Donc c'est normal qu'ils aient peut-être une part un peu plus élevée du profit, mais en tout cas, eux se servent et ont la part du lion en amont. Alors la sensation des salariés français d'être peut-être pas bien servis, c'est que qu'est-ce qui se passe? Il y a un salaire différé qui est extrêmement important pour financer quoi? Pour financer le modèle social, c'est-à-dire qu'on paye des cotisations obligatoires, que ce soit les cotisations employeurs ou les cotisations salariés, finalement, c'est pareil. C'est la même somme qui est déboursée pour l'employeur pour payer un salaire super brut. Et au final, les salariés, eux, se retrouvent avec un salaire net qu'ils ne trouvent pas forcément assez élevé. Donc, ils ont l'impression qu'on leur a peut-être pris de l'argent indûment. Mais ce qu'il faut qu'ils voient bien, c'est que cet argent leur revient dans leur poche. Vous parliez du système de retraite tout à l'heure, parce que, justement, quand ils vont arriver à la retraite, ils vont avoir un système de retraite qui est public, qui est un système de retraite obligatoire, qui n'est pas par capitalisation. Et donc, toute leur vie, l'entreprise aura versé une part des richesses, non pas directement aux salariés, mais en salaire différé pour le salarié au moment de la retraite. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que sur un an, ce sont les États qui ont vu leur revenu le plus progresser. Oui, par ailleurs, ouais, ça veut dire que… même en dynamique, dynamique, c'est les États qui empochent, qui montrent qu'il y a encore des marges pour baisser les impôts, mais que ce processus de baisse d'impôts, finalement, quand l'économie va bien, l'État se sert et empoche toujours plus. Ouais. Dans l'article que vous avez écrit, vous dites les États sont les grands bénéficiaires. Si on regarde uniquement les résultats non réinvestis des groupes, ça veut dire quoi, les résultats non réinvestis? Ça veut dire que quand une entreprise réalise un profit, elle peut décider de le remettre dans l'entreprise. Et à ce moment-là, c'est moins imposé. Si elle décide de le garder dans l'entreprise, ce n'est pas forcément la même chose que si elle le distribue aux actionnaires. Parce que justement, au moment de la distribution aux actionnaires, les actionnaires payent des impôts sous forme de dividendes. D'impôts sur les dividendes. Donc bref, cette étude a retrouvé évidemment, notamment sur Le Point, vous en avez fait un papier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle tord le cou quand même, cette étude, aux idées reçues et à cette grande enquête. On avait parlé ici d'Oxfam à l'époque, qui disait qu'en gros, tout l'argent allait aux actionnaires. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette étude de Molinari, en particulier la dernière livraison qui portait sur les chiffres de 2016 et qui était donc comparable à celle de l'étude d'Oxfam, on s'aperçoit qu'ils ne parlent pas vraiment de la même chose. Quand on regarde ce que dit Oxfam sur les profits distribués par les entreprises, c'est-à-dire ce qui reste à la fin du processus de production, qui arrive en profit pour l'entreprise et qui après est distribué aux actionnaires éventuellement, ils arrivent à peu près sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire la même proportion. Sauf que l'Institut Molinari dit oui, regardez très bien, mais il faut regarder avant ce qui s'est passé. Et là, l'image change totalement. Donc en fait, le constat, il est à peu près le même pour tout le monde quand on regarde les chiffres. Et puis après, en fonction de l'interprétation idéologique qu'on va en avoir, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Et donc Oxfam a une version quand même un peu biaisée, qui est de ne se concentrer que sur ce qui les arrange pour essayer de dire que les chiffres sont scandaleux. Mais en fait, quand on regarde l'ensemble des chiffres, ça ne paraît pas complètement dément. Après, effectivement, sur le partage du profit, il y a un sujet. C'est à l'époque, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui disait il faudrait que ça soit un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour l'État, un tiers pour les salariés et un tiers pour les actionnaires. Et effectivement, on n'est pas du tout à un tiers, un tiers, un tiers.
Sauf que auparavant, les entreprises ont déjà beaucoup, c'est normal, elles ont rémunéré le travail, ce qui est parfaitement normal, mais elles l'ont fait dans des proportions qui sont bonnes. Et encore une fois, il n'y a pas de déformation de la valeur ajoutée en faveur des salariés, ce qui est l'inverse. En défaveur. En défaveur des salariés. Non, enfin, il n'y a pas, ou en faveur des, pardon, en défaveur des salariés, mais en faveur aussi, c'est stable, c'est totalement stable. Et c'est l'inverse dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays de l'OCDE, effectivement, les salariés sont les grands perdants. Japon, États-Unis. La France et l'Italie sont les deux pays exceptionnels de ce point de vue, au sens de l'exception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage défavorable aux salariés, contrairement à ce qui se passe dans plein d'autres pays. Donc en fait, il y a quelque chose de même d'étonnant que ce soit en France où ce débat est le plus important, alors que c'est le seul pays où on n'observe pas que le pouvoir de négociation des salariés via leurs représentants syndicaux, via les syndicats, etc., se soit tellement affaibli que le partage de la valeur se déforme. Au contraire, c'est un des pays où ils arrivent encore à obtenir la même part de la richesse Donc créée. cette étude, elle est bien pour remettre un peu les pendules à l'heure, on finit là-dessus, mais le vrai sujet, parce qu'on se dit les choses honnêtement, le vrai sujet, c'est l'investissement de ces boîtes, des boîtes du CAC 40. Est-ce qu'il y a assez d'argent qui va à l'investissement? Oui, mais alors ça, il y a beaucoup d'économies. À ce qui est donné effectivement aux actionnaires en termes de rachat d'actions, de dividendes, ça c'est un vrai sujet ça. Oui, mais il n'y a pas, en fait, il y a beaucoup d'économistes qui montrent qu'il n'y a pas d'arbitrage entre l'investissement et ce qu'on redistribue aux actionnaires, en fait, paradoxalement. On pourrait croire qu'il y a un choix binaire, c'est soit on distribue aux actionnaires, soit on investit. Et en fait, on s'aperçoit que les entreprises qui investissent le plus sont celles qui donnent le plus aux actionnaires. C'est vrai. En fait, c'est parce que ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs où il faut investir, où il faut à la fois, mais où ils auraient parfois se pose la question de dire tiens, ce projet, il n'est pas assez rentable par rapport au coût du capital, donc mieux vaut le rendre aux actionnaires. Oui, mais finalement, le coût du capital, on s'aperçoit qu'il n'est pas si élevé, le coût du capital, puisque le coût du capital, c'est quoi? C'est les banques, quand elles prêtent, combien ça coûte, et c'est le rendement exigé par les actionnaires sur les fonds propres. Et il se trouve qu'en France, ce n'est pas le pays où les actionnaires exigent un rendement de donc là-dessus, fonds propres maximum. Il n'y a pas de sujet. Par ailleurs, si, il peut y avoir un sujet, mais le sujet est beaucoup plus petit que ce qu'on vient bien dire. Par ailleurs, il faut savoir que quand on distribue un dividende aux actionnaires, au moment de la distribution de ce dividende aux actionnaires dans l'année, le cours de bourse descend de la valeur distribuée parce que on se dit, bah voilà, il n'y aura plus ce dividende cette année, donc le cours de bourse descend et après il remonte. Et la question, c'est à quelle vitesse il remonte? Est-ce qu'il remonte suffisamment vite et qu'est-ce qui redépasse son cours avant la distribution des dividendes? Mais le cours descend, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a touché son dividende, la valeur de notre action est plus faible et donc un actionnaire n'a pas vraiment, virtuellement, s'il revendait son action le jour même, il n'a pas gagné d'argent en fait, il faut le savoir. Bon, c'était bien donc de parler de cette étude, encore une fois de Molinari. Étude Molinari, donc vous avez fait un papier. Pour remettre un petit peu le clocher d'église au milieu du village, on voit la couverture du Point de cette semaine. Salvini, nouvel homme fort de l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a en économie qui nous intéresse? Dans la section économie, on a un papier sur des PME. En fait, on a une petite section économie parce qu'on a voulu donner de la place à ce dossier sur l'Europe, le populisme et Salvini en Italie. Des résultats qui tardent à venir en Italie en matière de croissance économique qui sont à zéro. Bras de fer en perspective avec la Commission sur le déficit en 2020. Et ce qui est terrible en Italie, c'est que les taux de croissance sont inférieurs aux taux d'intérêt, contrairement à ce qui se passe dans plein d'autres pays où on a une réflexion sur comme les taux d'intérêt sont inférieurs durablement aux taux de croissance, on peut investir, éventuellement s'endetter plus. En Italie, c'est exactement l'inverse. Donc même en gardant des taux d'intérêt aussi élevés et en stabilisant les dépenses, on sent la dette augmente mécaniquement, donc il va falloir un peu d'austérité en Italie. C'est exactement l'inverse de ce que fait Matteo Salvini. Et donc, ils vont avoir un problème, c'est-à-dire qu'à long terme, la dette augmente et il va y avoir un moment où ça sera insoutenable et où les investisseurs étrangers, même s'ils ne sont pas... il y a beaucoup d'Italiens qui achètent de la dette italienne et à un moment, ça va poser un problème de financement. On verra ce que fera la BCE à ce moment-là. Voilà. On en reparlera. Merci en tout cas. Marc Vignot, journaliste au Point, la couverture de cette semaine à retrouver en kiosque. Merci. Merci.